Parfois, il est plus facile de croire au mystère qu'à la véritable explication. Alors, quand on voit de grosses pierres qui semblent avoir été façonnées avec une telle précision, on se demande rapidement comment ils ont pu faire cela sans machine moderne. Point essentiel. Toutes les anciennes structures étranges ne proviennent pas forcément d'extraterrestres ou de technologies secrètes. Parfois, la réponse est plus simple. Les anciens ont créé ces structures grâce à la persévérance, la planification et le travail d'équipe. Même s'ils n'avaient pas d'outils modernes, ils étaient capables de réaliser de grandes choses parce qu'ils savaient travailler longtemps pour un objectif commun. L'un des exemples les plus discutés à ce sujet est le Gunung Padang, situé dans la province de Java occidentale en Indonésie. À première vue, cela ressemble simplement à une grande colline avec des pierres dispersées à sa surface. Depuis longtemps, les habitants considèrent cet endroit comme un lieu sacré. Mais quand des chercheurs ont étudié cet endroit avec des scanners modernes, une question majeure est apparue. Est-ce une colline naturelle ou façonnée par l'homme ? C'est là que la controverse a débuté. Certains disent que ce site pourrait être extrêmement ancien. Il serait même plus vieux que les pyramides d'Égypte. Il y a même eu des affirmations selon lesquelles il pourrait avoir jusqu'à 20 000 ans, voire plus. Mais de nombreux archéologues n'acceptent pas l'affirmation selon laquelle le Gunung Padang aurait certainement 20 000 ans. En 2024, une étude controversée concernant cette affirmation a été retirée après que les preuves et la manière d'interpréter les données ont été remises en question. Cela signifie qu'il n'est pas correct d'affirmer que c'est la plus ancienne pyramide du monde. L'explication la plus sûre et la plus vraie est celle-ci. Le Gunung Padang est un ancien site mégalithique avec des roches volcaniques naturelles, et il y a des signes clairs que ce lieu a été aménagé et utilisé par l'homme comme un lieu sacré en terrasse. Les pierres que l'on trouve ici ne sont pas des pierres ordinaires. Beaucoup d'entre elles sont du basalte en colonne. Ce type de pierre ne se forme que lorsque la lave refroidit et se fissure en longues colonnes. Parfois, elles ressemblent à des poteaux ou des blocs naturels. Il n'est donc pas nécessaire de penser tout de suite qu'un laser ou une machine sophistiquée a façonné ces pierres. C'est la nature elle-même qui a donné forme à beaucoup de ces pierres. Mais ce sont les hommes qui les ont déplacées, arrangées et utilisées pour rendre l'endroit unique. C'est là que l'histoire devient plus intéressante. Car même si cela ne prouve pas l'existence d'extraterrestres ou d'une super civilisation perdue, cela montre que les anciens savèrent déjà choisir un bel endroit. Ils utilisèrent des matériaux naturels et créèrent un espace sacré avec un plan et un but précis. Même s'ils n'utilisèrent pas de machines modernes, ils avaient de la patience, de la force, de l'organisation et de la foi. Et dans le monde antique, parfois c'était la plus grande technologie, la capacité de nombreuses personnes à agir pour un seul objectif. Mais si en Indonésie, il y a un endroit où la pierre naturelle a été utilisée et arrangée par l'homme, en Inde, on peut voir une structure où le travail manuel de l'homme est encore plus évident. Voici le temple de Kailasa, dans les grottes d'Ellora, dans le Maharashtra. Et ici, il ne s'agit plus simplement d'arranger des pierres. Ici, un temple entier a été sculpté dans un énorme rocher. D'habitude, quand on construit un bâtiment, on commence par le bas. D'abord les fondations, puis les colonnes, les murs, le sol et le toit. Mais dans le temple de Kailasa, c'est l'inverse qui s'est produit. Il n'a pas été construit avec des blocs séparés. Ce n'est pas comme une maison faite de couches superposées. Le temple a été creusé et sculpté à partir d'une formation rocheuse solide de haut en bas. C'est comme si tu prenais un énorme rocher, puis tu enlevais petit à petit tout ce qui n'est pas nécessaire jusqu'à ce que le temple apparaisse à l'intérieur. Mais ici, on ne parle pas d'une petite sculpture. Ce qui est apparu, c'est un immense complexe avec une cour, une salle, des colonnes, un sanctuaire, des escaliers, des sculptures et des statues. On trouve des éléphants, des divinités, des détails décoratifs et de grandes sections ressemblant à des bâtiments distincts, mais tout provient d'un unique rocher. Selon l'UNESCO, les grottes d'Ellora ont été construites entre le VE et le XIIe siècle. Et parmi les grottes brahmaniques, il y a le célèbre temple de Kailasa, qui a été sculpté entre le 7e et le 10e siècle. Certains disent que le temple de Kailasa a été construit en 18 ans, mais cela n'est pas certain. On raconte qu'il fut construit rapidement grâce à de nombreux ouvriers, planificateurs, sculpteurs et un travail de sculpture continu sur la roche. Ce projet n'était pas simple. Cela demandait une planification rigoureuse, de la persévérance et beaucoup de mains à l'œuvre. Il est difficile d'imaginer le processus. Si tu fais une erreur dans un bâtiment ordinaire, tu peux remplacer un bloc, tu peux réparer un mur, tu peux ajouter des matériaux. Mais pour un temple monolithique, c'est une autre histoire. Si tu enlèves trop de pierres, tu ne peux plus simplement la remettre. Si la taille de la colonne est incorrecte, tu ne peux pas le remplacer comme du bois ou des parpaings. Chaque coupe, chaque profondeur, chaque côté et chaque détail doivent être planifiés.
C'est pour cela que le temple de Kailasa est tellement impressionnant. Ce n'est pas impossible, mais possible, même si très difficile, et c'est là le point le plus fort. Les anciens n'ont pas besoin d'être rendus mythiques pour être impressionnants. Nous n'avons pas besoin d'ajouter des extraterrestres à l'histoire pour être émerveillés. Il suffit de voir qu'il y avait des gens à l'époque capables de penser en grand, de créer des choses qui durent, lentement mais avec précision, et de consacrer de nombreuses années à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. À Gunung Padang, on peut voir comment l'homme a utilisé la pierre naturelle et les lieux sacrés. Au temple de Kailasa, on peut voir comment une montagne entière peut être transformée en œuvre architecturale. Les deux lieux sont différents, mais la leçon est la même. Maintenant, revenons encore une fois au temple de Kailasa. Si l'on divise la quantité de pierres retirées du temple de Kailasa par le nombre d'années de construction, il est clair que leur travail quotidien était extrêmement lourd. Chaque jour, ils devaient extraire, briser et sortir d'énormes pierres de la montagne. Ce n'était pas une mince affaire. Cela nécessitait beaucoup de personnes, un plan clair et un travail continu. C'est souvent là que commencent les spéculations. Certains affirment que c'était irréalisable avec de simples outils. D'autres évoquent une ancienne technologie disparue. D'autres encore croyant que des lasers, des ondes sonores ou des machines ont été utilisées. Mais si l'on regarde de plus près, il n'est pas nécessaire d'avoir une telle explication. La réponse la plus réaliste, c'est l'organisation. Le temple a été sculpté de haut en bas. Cela signifie que les ouvriers n'avaient pas besoin de soulever les grosses pierres vers le haut. Pendant qu'ils creusaient vers la pierre depuis le haut, les morceaux retirés pouvaient être descendus ou enlevés grâce à la gravité. C'est plus pratique que de soulever des pierres comme on le fait dans d'autres grandes constructions. Les anciens ouvriers utilisaient également différents outils, des coins, des marteaux, des burins et d'autres méthodes pour fendre la pierre. Il existait aussi une technique où l'on perçait la pierre, on y insérait du bois, puis on mouillait le tout avec de l'eau. Et lorsque le bois gonfle, la pression augmente et la pierre peut se fendre dans la direction souhaitée. Ça paraît simple mais c'est efficace. Cela ne veut pas dire que c'est facile. C'est toujours très difficile. Il faut beaucoup de personnes, un plan clair et une longue période de travail continu. C'est pourquoi le secret du temple n'a pas besoin d'être transformé en mystère extraterrestre pour être impressionnant. La leçon ici est plus claire. Parfois, la véritable technologie avancée de l'Antiquité n'était pas une machine, mais la discipline, la persévérance et la capacité de nombreuses personnes à agir comme un seul corps. Malgré cela, il y a un endroit qui est plus difficile à juger parce qu'il ne se trouve ni dans une montagne ni dans un désert. Il est sous la mer. C'est le monument de Yonaguni au Japon. En 1986, un instructeur de plongée nommé Kihachiro Arata a découvert une formation rocheuse étrange près de l'île de Yonaguni. Sous l'eau, il y a de grandes pierres plates, comme des escaliers, des terrasses, et de grands bords qui semblent très droits. À cause de son apparence, l'idée s'est rapidement répandue qu'il pourrait s'agir d'une ancienne cité engloutie. Certains ont même suggéré que ce serait la version japonaise de l'Atlantide. C'est fascinant à entendre, surtout parce que c'est sous la mer. Quand une grande structure ressemble à des marches et des plateformes, il est facile de penser qu'elle a été faite par l'homme. Il faut rester prudent dans l'explication. À ce jour, rien ne prouve que le monument de Yonaguni ait été construit par l'homme. Beaucoup de géologues pensent qu'il s'agit d'une formation rocheuse naturelle. La roche dans cette région peut se fendre en ligne droite à cause des couches naturelles, des fissures, de l'activité sismique et du mouvement de l'eau. Cela signifie que les marches que voient les plongeurs pourraient être le résultat d'une fracture naturelle de la roche, et non l'œuvre de bâtisseurs anciens. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant ici. Même si la plupart des formations sont naturelles, il est toujours possible que les gens d'autrefois les aient utilisées comme points de repère, zones de pêche ou lieux sacrés, si une partie de celles-ci se trouvait autrefois dans des eaux moins profondes. Mais c'est une autre histoire. L'exploitation d'un site naturel par l'homme diffère de la création d'une vraie ville sous-marine. Il est donc plus exact de le formuler ainsi. Le monument de Yonaguni est une mystérieuse formation rocheuse sous-marine qui fait encore l'objet de débats. Certains croient qu'il a subi des modifications humaines. Mais la plupart des explications scientifiques pointent vers une origine géologique naturelle, et parfois c'est difficile à accepter. Parce que lorsque la forme d'une roche est vraiment belle, on a tendance à vouloir croire qu'il y a un plus grand secret derrière cela. Mais la nature elle-même est aussi capable de créer des formes qui semblent faites par l'homme. Après les profondeurs sous-marines du Japon, passons maintenant à un endroit situé sous terre. Voici la ville souterraine de Derinkuyu en Cappadoce, Turquie. Son histoire ressemble au début d'un film. En 1963, un homme en Turquie faisait des travaux dans sa maison.
Pendant qu'il rénovait, il a découvert un passage derrière un mur. Ce n'était pas un simple trou ordinaire. C'était en fait une entrée menant à une immense ville souterraine. Sous la terre, il y avait des tunnels, des chambres, des systèmes de ventilation, des salles de stockage, des endroits pour les animaux, des églises et des passages qui pouvaient être fermés avec de grandes portes en pierre. La ville souterraine de Derinkuyu atteint une profondeur d'environ 85 mètres. Fetspokra Panash Eldezeti. On dit qu'il pouvait servir de refuge à jusqu'à 20 000 personnes avec de la nourriture et des animaux, surtout en période de danger. C'est ici que les spéculations refont surface. Certains disent que cela pourrait être un bunker contre une ancienne guerre nucléaire. D'autres pensent qu'il a été construit pour se cacher des extraterrestres. D'autres encore l'associent à une grande catastrophe de l'Antiquité. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une telle explication. C'est plus clair. La raison pour laquelle il existe une ville souterraine en Cappadoce est plus simple. La région possède une roche volcanique tendre. Elle est plus facile à creuser que les roches dures. Mais une fois creusée et que la surface exposée durcit, elle peut devenir un mur solide. C'est pourquoi cet endroit est parfait pour construire des abris souterrains. Et dans les temps anciens, il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles les gens devaient-ils se cacher. Il y avait des invasions, des raids, des périodes de persécution religieuse et des groupes qui devaient leur protéger leurs familles, leur nourriture, leurs animaux et leur communauté. C'est pourquoi Derinkuyu n'est pas simplement une ville souterraine pour un mode de vie différent. Il est plus juste de la considérer comme un vaste système de refuge. En cas de danger à la surface, les gens pouvaient descendre. Ils fermaient les lourdes portes de pierre. Il y avait de l'air provenant des conduits de ventilation. Il y avait de l'eau, il y avait des réserves de nourriture, il y avait des endroits pour les animaux. Ce n'était pas conçu pour être aussi confortable qu'une maison normale. C'était fait pour permettre aux gens de survivre quand la vie à la surface n'était plus sûre. Mais certaines parties de Derinkuyu ont clairement été conçues pour la sécurité. Ce ne sont pas de simples pièces souterraines ordinaires. Il y a des passages étroits où une seule personne peut passer à la fois. Il y a aussi de grandes portes en pierre ronde qu'on peut faire rouler pour bloquer l'entrée. Et surtout, beaucoup de portes peuvent être fermées de l'intérieur. Cela signifie que si des ennemis se trouvent à l'extérieur, ils auront du mal à entrer. C'est là que la question se pose. De qui se cache-t-il ? Il existe des théories étranges, qui disent que cela a peut-être été fait pour une catastrophe ancienne, des extraterrestres ou d'autres menaces inexplicables. Mais l'histoire offre une explication plus claire. La Cappadoce a longtemps été le théâtre de troubles, de guerres et d'invasions. À différentes époques, des groupes et des communautés ont dû se cacher pour survivre. C'est pourquoi Derinkuyu n'est pas un bunker mystérieux pour les extraterrestres. Il est plus juste de le considérer comme un abri de survie. En cas de danger imminent, les gens pouvaient le descendre sous terre. Ils pouvaient y emmener de la nourriture, de l'eau, des affaires et des animaux. Ils pouvaient enfermer les passages avec de lourdes portes en pierre. À la surface, l'ennemi pouvait penser qu'il n'y avait personne, mais sous terre, des gens s'y cachaient dedans. Il y avait de l'air venant des conduits, des pièces pour les gens, un espace pour la nourriture et des passages vers d'autres zones de la ville souterraine. Le principe est simple. Ce n'était pas fait pour impressionner. C'était construit pour qu'ils ne meurent pas quand la situation devenait dangereuse à la surface. C'est ce qui rend l'histoire de Derinkuyu si puissante. Il ne s'agit pas de magie, mais de peur, d'intelligence et d'un grand désir de survivre. Mais si Derinkuyu est une ville cachée sous terre, il existe aussi un lieu ancien construit au-dessus de l'eau. C'est Nan Madol à Pohnpei, en Micronésie. À première vue, on dirait que ça ne devrait pas être là. Ce n'est pas un village ordinaire sur la terre ferme. Ce n'est pas non plus une simple maison au bord de la mer. Nan Madol est un grand complexe d'îlots artificiels. Cela signifie que de nombreuses petites îles ont été créées par l'homme. Elles sont reliées entre elles par des canaux, donc il y a des passages d'eau entre les murs et les structures. Selon l'UNESCO, Nan Madol est composé de plus de 100 îlots au large de la côte de Pohnpei. Il y a des murs faits de basalte et de blocs de corail. Ici, on peut voir les vestiges de palais de pierre, de temples, de tombes et de zones résidentielles liées à la dynastie Sodler. C'est plus facile à imaginer comme ceci. C'est comme s'ils avaient reconstruit leur propre petite ville sur l'eau, mais ce n'est pas seulement fait de bois. Ils ont utilisé de lourdes pierres de basalte. Certaines longues et ressemblant à des poteaux ou troncs sont en pierre, d'où le nom bûche de basalte. C'est là que commence la grande question. Comment ont-ils déplacé des pierres aussi lourdes ? Ils n'avaient pas de grue moderne. Ils n'avaient pas de camions. Ils n'avaient pas de bétonnières. Ils n'avaient pas de machines en métal comme nous aujourd'hui, d'où les légendes locales affirmant que les pierres furent transportées par magie.
Il existe une histoire sur deux frères dotés de pouvoirs qui auraient construit Nan Madol d'une manière extraordinaire. La légende est belle comme élément culturel. Mais cela ne doit pas être considéré comme une histoire confirmée. Les chercheurs ont une explication plus simple. Sur une île, transporter des pierres sur la terre ferme est difficile, surtout si le terrain est dense, boueux et sans chemin. Il est donc plus pratique d'utiliser l'eau. Les pierres ont peut-être été transportées par radeau, rondin, canoë ou d'autres moyens sur la mer et dans le lagon. Lorsqu'un objet lourd se trouve dans l'eau, il est plus facile de le déplacer que de le traîner sur la terre ferme. Cela ne veut pas dire que la pierre devient légère, elle reste lourde. Mais il existe plus de moyens pour le déplacer. Une fois arrivé à l'endroit, on peut alors arranger petit à petit les pierres, les empiler et en faire un mur. Cela n'a pas été fait en un seul jour. Cela demande de nombreuses personnes, du temps et une planification stricte. Nan Madol n'est donc pas le fruit du hasard ni une ville magique. C'est d'autant plus impressionnant si on le voit comme une œuvre humaine. Parce que cela montre que les habitants de Pohnpei à l'époque étaient compétents en logistique. Ils savaient où trouver de la pierre. Ils savaient comment utiliser l'eau comme voie de transport. Ils savaient comment construire dans un endroit difficile. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Ce n'est pas seulement parce qu'ils voulaient en créer un bel endroit. Nan Madol est devenu le centre politique et cérémoniel de la dynastie Sodelur. Cela signifie que le pouvoir, les rituels, les tombes et les résidences des personnes importantes étaient centrés ici. C'est comme un lieu qui annonce que les dirigeants vivent ici. C'est ici que les rituels sont réalisés. Et c'est ici que l'on montre qui détient le pouvoir. Donc, à Nan Madol, on ne voit pas seulement des pierres, on voit aussi le système d'une société. Il y a des dirigeants, des travailleurs, des règles, une religion, de la peur, du respect, du contrôle. Et c'est ici que l'histoire devient plus sérieuse. Une grande structure ne montre pas seulement l'ingénierie. Elle montre aussi comment une communauté entière fonctionne. Il y a des personnes qui donnent des ordres, des personnes qui obéissent et des personnes qui travaillent. Ils ont accepté cette difficulté pour une raison. Donc quand quelqu'un dit que c'est impossible sans les extraterrestres, c'est comme s'il rabaissait les personnes qui l'ont vraiment fait. Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'extraterrestres pour expliquer Nan Madol. Nous devons seulement comprendre 3 choses: l'eau, la pierre et l'organisation. Ils ont utilisé l'eau pour déplacer les pierres lourdes. Ils ont utilisé le basalte pour construire des murs solides. Et ils ont utilisé la force de toute la communauté pour accomplir quelque chose qu'une seule personne ne pouvait pas faire. À Derinkuyu, les gens ont construit une ville souterraine pour se cacher et survivre. À Nan Madol, les gens ont construit une ville sur l'eau pour montrer leur pouvoir et leurs croyances. Les lieux sont différents, les raisons sont différentes, mais la leçon est la même. Quand il y a un danger, les gens trouvent un moyen de survivre. Revenons à Nan Madol. À Nan Madol, ce n'est pas seulement la beauté des pierres qui compte. La question la plus importante est celle-ci. Pourquoi ont-ils construit un endroit si difficile à habiter? C'est sur l'eau. Il n'y a pas de grande terre pour cultiver. Il n'y a pas de source facile d'eau douce. Il faut transporter beaucoup de choses en bateau. Donc, si tu vis là-bas, tu dépends des approvisionnements venant de l'extérieur. C'est là que l'utilité de Nan Madol devient plus claire. Ce n'est pas seulement une simple ville. Ce n'est pas seulement un lieu de rituel. C'est aussi un centre de pouvoir. Selon l'UNESCO, Nan Madol est le centre cérémoniel de la dynastie Sodelur. Il y a des palais, des tombes, des temples et des résidences pour les personnes importantes. Cela signifie qu'ici, on montre qui détient le contrôle. Certains chercheurs pensent donc que les dirigeants et l'élite étaient installés ou maintenus près du centre du pouvoir. De cette façon, ils étaient parfois plus facilement surveillés. Il est plus facile de savoir qui est fidèle et qui pourrait s'opposer. L'idée est simple. Lorsqu'une personne est éloignée de son propre territoire et dépend de la nourriture, de l'eau et des ordres d'un dirigeant supérieur, il est plus facile de la contrôler. Ainsi, Nan Madol n'est pas qu'une prouesse d'ingénierie, mais rappelle aussi l'usage politique de l'architecture. La pierre n'est pas seulement un mur, elle peut aussi être un symbole de pouvoir. Mais en Égypte, en ces temps-ci, il existe un endroit où le mystère est d'une toute autre ampleur. Ce n'est pas au-dessus de l'eau, c'est sous terre. C'est le Sérapéum de Saqqara. Beaucoup de gens connaissent mieux les pyramides et le Sphinx. Mais à Saqqara, il y a un complexe souterrain rempli de grands sarcophages en pierre. Selon les informations officielles du tourisme et des antiquités d'Égypte, le Sérapéum est le tombeau des taureaux sacrés Apis. Pour les anciens Égyptiens, le taureau Apis n'était pas un animal ordinaire. Il était considéré comme sacré et lié à leurs croyances concernant le dieu Sita. Lorsqu'un taureau sacré mourait, il recevait des funérailles spéciales. C'est pourquoi ils ont construit des galeries souterraines et de grands cercueils en pierre.
C'est ici que le Sérapéum devient surprenant. Les sarcophages qui s'y trouvent ne sont pas petits. Ils sont énormes et faits de pierres dures comme le granit, le basalte ou d'autres pierres lourdes. Certains pèsent même plusieurs tonnes, couvercles compris. En les voyant, il est naturel de se demander comment ils ont été fabriqués et introduits dans les tunnels souterrains. Comment les ont-ils placés correctement sans avoir de grue moderne ? À cause de cela, de nombreuses théories étranges ont circulé. Certains disent que ce n'était peut-être pas destiné aux taureaux. Certains disent que c'était peut-être une machine ancienne. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un système énergétique, d'une batterie ou d'une technologie que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Mais nous n'avons pas de preuves solides pour affirmer cela comme un fait. L'explication la plus claire vient de l'archéologie. Le Sérapéum était un lieu de sépulture. Il a été utilisé dans la tradition religieuse de l'Égypte ancienne. Il existe des inscriptions, des archives et un contexte archéologique qui font référence au culte du taureau Apis. Il n'est donc pas exact d'affirmer qu'il s'agit avec certitude d'une machine ancienne. C'est d'autant plus impressionnant si c'est réellement un site funéraire. Cela montre qu'ils étaient prêts à accomplir un travail très difficile pour leurs croyances, pas pour une expérience technologique, mais à cause de la religion, du pouvoir et du respect envers l'animal sacré. Mais cela ne veut pas dire que la réponse est facile. Il reste encore des questions. Comment ont-ils poli ces pierres dures ? Comment ont-ils façonné correctement l'intérieur et l'extérieur ? Comment ont-ils déplacé les lourds sarcophages à l'intérieur de ces passages étroits ? C'est ici qu'entre en jeu une explication plus pratique. Les anciens Égyptiens maîtrisèrent depuis longtemps le travail de la pierre, utilisant des outils en cuivre ou en pierre, des abrasifs comme le sable et beaucoup de persévérance. Lorsque du sable ou du sable de quartz était utilisé comme abrasif, ils pouvaient user des pierres plus dures en répétant le processus encore et encore. C'est lent, très lent. Mais ce n'est pas impossible. Il faut juste beaucoup de temps, beaucoup d'ouvriers et un plan clair. Pour mieux comprendre, imaginez du papier de verre. Le papier de verre n'a pas l'air très solide. Mais lorsque vous le frottez encore et encore, il finit par lisser le bois ou le métal. C'est le même principe avec la pierre. Ce n'est pas une coupe rapide, mais un frottement répété, un affûtage des coups et un polissage. Pour déplacer de lourdes pierres, les Égyptiens pouvaient utiliser traîneaux, rouleaux, rampes, cordes, supports en bois et une traction contrôlée par de nombreuses personnes. Il existe des preuves dans l'Égypte ancienne qu'ils utilisaient cette méthode pour déplacer des objets lourds. Ce n'était pas facile, mais il y avait un système. Le point le plus important, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des lasers pour que le Sérapéum soit impressionnant. C'est encore plus impressionnant parce qu'ils ont accompli ce travail extrêmement difficile avec des outils simples, mais utilisés de manière intelligente. Et c'est là que tous les endroits que nous avons vus se rejoignent. À Gunung Padang, nous avons vu que parfois, le mystère commence avec une pierre naturelle qui a été aménagée par l'homme. Au temple de Kailasa, nous avons vu que l'homme est capable de sculpter tout un temple dans la roche, s'il a un plan suffisant et de la persévérance. À Yonaguni, nous avons constaté que les marches apparentes ne sont pas toujours d'origine humaine. Parfois, c'est un manteau, c'est la nature elle-même qui crée des formes qui trompent l'œil. À Derinkuyu, nous avons vu que lorsque le monde en surface est dangereux, l'homme est capable de créer un monde sûr, sous terre. À Nammadol, nous avons vu que l'eau, la pierre et l'organisation peuvent former un centre de pouvoir. Et au Sérapéum, nous avons vu que la foi de l'homme peut le pousser à accomplir des choses extrêmement lourdes, difficiles et longues à réaliser. C'est pourquoi il faut s'en souvenir. Il n'est pas nécessaire de considérer les anciens comme faibles ou primitifs. Ils n'avaient là pas d'internet, pas d'outils électriques, pas de camions, pas de grues comme ceux que nous utilisons aujourd'hui. Mais ils avaient du temps, ils avaient des ouvriers, ils avaient des chefs, ils avaient des croyances et ils avaient des raisons d'achever une tâche, même si cela prenait de nombreuses années. Lorsqu'on observe une structure ancienne paraissant impossible, n'attribuons pas aussitôt cela aux extraterrestres ou à la magie. Il vaut mieux d'abord se poser des questions plus simples. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque que nous n'avons souvent plus aujourd'hui ? De la patience, de la discipline, de la coopération et un objectif clair. Parce que parfois, le plus grand secret du monde ancien n'est pas une machine disparue, mais la capacité des gens à travailler longtemps pour quelque chose qu'ils croient être plus grand qu'eux-mêmes. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle ces pierres tiennent encore debout jusqu'à aujourd'hui. Non seulement pour montrer ce que le passé a accompli, mais aussi pour nous rappeler jusqu'où l'homme peut aller lorsqu'il ne renonce pas.